Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, nous avons deux volets sur lesquels on va traiter aujourd'hui. Le premier volet, l'actualité en France, comme le commentaire vous a indiqué tout à l'heure, des manifestations, un ras-le-bol des policiers, également les primaires, l'ambiance pour les élections présidentielles qui auront lieu bientôt, donc en mai 2017. Il y a encore quelques mois et les préparatifs se font depuis déjà la rentrée, c'est-à-dire depuis septembre. Je dirais que nous avons avec nous un témoin oculaire, puisqu'il vit à Paris. Il est président de l'association Amicale Égypte-France. Merci d'être avec nous, Dr Albert Tagnos. C'est un plaisir d'être témoin avec vous et de vous dire ce que je pense de l'actualité et des actualités en France. Merci à vous. Alors, tout d'abord, l'agression des policiers, c'est un cas très fréquent, malheureusement, en France. Si on peut avoir votre avis sur à quoi est dû ce type d'agression? Je pense qu'il y a un fait, c'est que les policiers ne sont pas aimés pour beaucoup de raisons. D'abord, parce qu'il y a une progression de la délinquance. Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas aimés, c'est-à-dire dans un climat général, où il y a quand même malheureusement une seule partie, voilà, d'accord. Je dirais une petite partie des gens qui sont en dehors de la société. Les gens qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont eu des problèmes délinquants, quoi, avec la police, les psychopathes, enfin je ne veux pas appeler des titres, des étiquettes, mais les gens qui ont eu des problèmes, même psychologiquement, l'image de marque doit évoluer et doit changer dans certaines personnes, dans certaines catégories des gens. Et je pense qu'il y a un travail à faire dans ce domaine pour que l'image soit meilleure, soit aussi objective, parce que la police en France, ils nous soutiennent, ils nous protègent, ils sont là pour nous aider, les gens qui sont la normalité des gens, la plupart des gens. Mais il y a une progression de la délinquance, il y a une progression de la haine. Il y a une certaine haine. Alors, ce qui est assez paradoxal, parce qu'il y a un an, donc, lors des attentats malheureux du Bataclan, on avait vu des vidéos où justement les gens applaudissaient ces forces de l'ordre. Et on voyait même ces policiers émus de voir ces gens les encourager, parce que ce n'est pas très fréquent. Depuis lors, les forces de l'ordre circulent parmi les citoyens avec les forces armées, donc toutes les forces armées françaises, militaires et donc forces de l'ordre circulent. Mais là, paradoxalement, un an après donc, ces attentats, alors qu'ils étaient félicités, il y a une manifestation pour exprimer un ras-le-bol. Comment vous l'expliquez, ça? Ce qui manifeste, c'est une petite minorité. Je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à certaines personnes qui ont un intérêt à diminuer la police, à abaisser certaines catégories des gens parce qu'eux, ils ont des problèmes. Hein, la plupart des gens qui abaissent la police ou ils s'en contre ou ils manifestent, ils ont un problème. Alors, soit pour des faits qu'eux, ils vivent, soit parce que l'image a été un tout petit peu perturbée ou dégradée, ce qui ne justifie en aucun cas ce genre de manifestation. Mais par contre, ceux qui manifestent doivent aussi prendre en considération que nous avons besoin de ces policiers, que nous devons être là pour leur remercier, pour leur dire que vraiment ils font un travail extraordinaire. Peut-être les médias ne montrent pas encore que ces gens-là font un travail grandiose. Le problème d'une police en général, que ce soit en France, en Égypte ou partout dans le monde, la police est représentative du système puisqu'elle défend le système. Alors évidemment, quand on n'est pas content contre le système, on n'est pas content contre la police. C'est automatique, l'un va avec l'autre. Mais on a l'impression que depuis quelques années, le ras-le-bol est de plus en plus grand parce que les incidents entre police et délinquants, ça existait. Les frictions, les tensions, ça a toujours existé. Mais là, on a l'impression que ça a augmenté en cadence et disons, l'atmosphère est beaucoup plus tendue. Est-ce que vous le voyez, ça ou, ça se ressent. Oui. Ça se ressent, et ça se ressent en plus chez les jeunes. Comme si les jeunes
dans leur période d'adolescence, ils se révoltent contre beaucoup de choses, dont aussi le système et dans la police. C'est une crise d'adolescence, autant peut-être pour une certaine partie du peuple en France, pour certains qui sont émigrés, qui n'ont pas su gérer leur adaptation dans la société française. Et c'est là que je peux souligner beaucoup de choses, c'est que la France a accepté, a reçu des gens de beaucoup de catégories. Ceux qui ont eu cette capacité de s'introduire doucement dans la société française avec intelligence, et d'autres qui ont montré leur crise d'adolescence, leur révolte, leur incompréhension du système français, comme si, presque en disant aux Français, vous ne parlez pas l'arabe, pourquoi? Parfois, j'ai des patients qui viennent se plaindre dans mon cabinet pour dire les Français sont des racistes. Je leur dis pourquoi? Regardez, ils ne nous parlent pas en arabe. Je dis mais c'est pas possible, ils sont en France, c'est leur pays, on est chez eux. Je dis non, quand même, il faut qu'ils nous parlent. Donc en fait, c'est une espèce de incompréhension. Une colère, enfin, ils sentent un manque d'intégration pour certains, et donc ils expriment ça avec beaucoup de beaucoup violence. De haine. Et parfois de passage à l'acte. Ouais. Vous voyez ce qui s'est passé en novembre. Est-ce qu'on est encore dans le climat de 2007, si je me souviens bien, en 2005, pardon, si je me souviens bien, où il y a eu donc ces manifestations. Nicolas Sarkozy était ministère de l'Intérieur, et il y a eu donc ces manifestations monstres avec, dans les quartiers français, et puis avec des voitures brûlées, etc. Est-ce qu'on est encore, on revient à ce climat de tension? Alors, on revient à ce climat dans la haine, mais peut-être pas dans le passage à l'acte, ou à la rigueur, tout ce que j'espère. Ben, quand même, les 14 policiers ont été, leur voiture était saccagée, ils se sont fait taper dessus quand même. Donc, malheureusement, il y a quand même un passage à l'acte. C'est pas la première fois. Oui. Et c'est pas la première fois. Il n'y a pas longtemps aussi, où ils ont fait sortir des gens de leur voiture. Ça arrive. Il y a certains quartiers, quand on les appelle les quartiers chauds, de la région parisienne, ou dans certaines grandes villes. Donc, c'est vrai, c'est un fait. Il faut qu'on l'accepte. Mais il faut voir aussi que parfois, c'est une sorte d'incapacité à se réduire, à s'accepter. Quand on n'arrive pas à se faire accepter, il y a des réactions, nous, psychiatres, on connaît très bien ce refus, cette résistance, comme s'il y a une certaine résistance que les gens, que certaines personnes, que certaines catégories n'arrivent pas à assimiler. C'est un problème d'assimilation, c'est un problème d'incompréhension, c'est une résistance qu'il faut la gérer d'une façon et psychologiquement acceptable, et puis peut-être il faut faire plus des émissions, peut-être il faut faire plus de travail au niveau national, sur le plan social et sur le plan aussi des médias. Comment réagit le gouvernement face à ces agressions contre ces forces de l'ordre et constatant, parce que vous n'êtes pas le premier à le souligner, constatant que ces agressions sont plutôt un refus et un rejet d'un système qui ne nous correspond pas, pas forcément contre la police elle-même, parce qu'il y a aussi les pompiers qui vont dans le tas, donc pompiers, police, forces de l'ordre, tout ce qui représente le système, un système dans lequel on est marginalisé, dans lequel on se sent humilié, mis de côté, donc on l'attaque. Et ce, depuis longtemps, les psychologues et les sociologues ont souligné ce point de vue. Alors, quelle est la réaction du gouvernement face à ça? Alors, je considère qu'il y a un manque de fermeté. Je pense que le gouvernement, je vais essayer de dire le mot exact, essaie de comprendre plus, mais ne voit pas le danger. Ils sont encore dans le système de dire on va essayer de protéger, de comprendre, de faciliter. Peut-être ils sont trop dans l'autocritique, pour ne pas dire masochiste. Hein? Ils sont toujours dans la
d'essayer de comprendre. D'accord. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut être plus ferme, il faut être raisonnablement dans la compréhension, mais ne pas se laisser faire sans rien faire. Très bien. C'est ce que j'ai donné récemment au Sénat, une conférence pour dire on se laisse faire de trop en France. Très bien. Nous avons au bout du fil, en direct de Paris, Saïd Zulfakar, analyste politique, ancien employé des Nations Unies. Merci d'être avec nous. Allô? Allô? Non, je ne vous entends plus du tout. Oui, vous m'entendez? Non, parlez plus fort, j'en prie. Je ne suis pas à Paris, je suis au Caire. Ah, vous êtes au Caire, vous êtes revenu au Caire. Hamdallah salama, comme on dit. Merci d'être avec nous, Saïd Zulfakar. Vous êtes donc analyste politique. Nous sommes en train de parler des manifestations et ce qui se passe en ce moment en France. Mais je profite de votre présence pour parler aussi et j'en parlais tout à l'heure avec vous, donc des primaires, des présidentielles. Quel est le climat en ce moment pour les élections présidentielles? Est-ce que il y a... Pour beaucoup, on sent que les Français ont certains, pas mépris, mais je dirais manque d'intérêt, vu que finalement les politiques ne répondent pas à leurs intérêts, à leur satisfaction. Comment vous avez perçu cela lorsque vous étiez justement à Paris? Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a un très grand manque d'intérêt, vu que les personnes qui se proposent aux élections elles-mêmes n'ont pas grand intérêt, si vous voulez dire. C'est que le président actuel voudrait se représenter, or il a une cote la plus basse de n'importe quel autre président depuis la République, la Ve République. Je crois qu'il a 13 ou 14% de sondages qui approuvent Monsieur François Hollande. Vous avez son Premier ministre qui piaffe pour le remplacer, M. Valls, qui a peut-être 15% simplement. Il n'est pas aimé. C'est un homme à une grande gueule qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose, si vous voulez, d'après la population qui, elle, considère que l'actuelle présidence et gouvernement ont totalement échoué de résoudre les problèmes fondamentaux de la crise économique, etc., en France. Ou du côté de la droite, vous avez deux personnes qui combattent. Sarkozy qui voudrait revenir, mais qui est sous contrôle judiciaire actuellement. On l'accuse de corruption. Il y a des procès contre lui. Donc il fait tout, alors que lui est secrétaire général du parti, l'ancien UMP, qui s'appelle maintenant les Républicains. Oui. Il a donc l'armature du parti, l'organisation de son côté. Mais la population, en gros, je pense, ne serait pas favorable au retour de quelqu'un qui déjà n'a pas été réélu et qu'on considère comme n'étant pas foncièrement honnête, politiquement ni financièrement. Alors vous avez le président, enfin l'ancien Premier ministre Juppé, maire de Bordeaux, oui, qui est une vieille tête, enfin quelqu'un qui a de l'expérience, qui rassure, si vous voulez, la droite. C'est quelqu'un qui n'a pas pour l'instant, qui a été quand même aussi éliminé de la vie politique pendant 10 ans pour suivant un procès, mais un procès qui vraiment ne le concernait pas lui directement. Et je crois qu'il a payé pour le président Chirac. Mais il revient et il rassure beaucoup plus. Alors là, la grande personne qui gagne du terrain sur tous ces personnages falots qui se présente pour l'instant, c'est Marine Le Pen. Et qu'est-ce que vous pensez avec la crise économique, le problème des réfugiés, le grand sentiment anti-musulman en France, le sentiment anti-réfugié qui se répand un peu partout, elle a le vent en poupe. Elle risque d'avoir jusqu'à 30% des voix si jamais quand elle se présentera aux élections. C'est-à-dire qu'elle pourra même éliminer François Hollande du premier tour. Vous savez, la présidentielle en France, c'est une présidentielle de 2 tours. Il faut qu'il y a plusieurs candidats la première fois, c'est comme en Égypte. Et puis les deux premiers, enfin les deux qui ont le plus de ils font un deuxième tour. Qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez suivi le phénomène Macron, qui pourrait à la rigueur pour beaucoup apporter une solution? Il est jeune. Je pense que ça c'est un personnage uni indépendant, si vous voulez, privé.
Je vous ai pas entendu, je vous entends plus. Par rapport, oui, je parlais d'Emmanuel Macron. Il y en a pour beaucoup, ils pensaient que c'était ça pourrait être une solution. Il est jeune, il est nouveau, disons, il a des idées assez novatrices, des idées jeunes. Il y a même tout son cabinet est presque composé de jeunes personnes comme lui. Il est entre guillemets glamour dans sa vie. Mais voilà, donc ça pourrait être un sujet, enfin, une alternative, puisque en général le Front National, même s'il passe au deuxième tour, ne passe jamais au premier tour, pardon, ne passe jamais au deuxième tour. Le Front National a toujours été considéré comme une espèce d'épouvantail, de signal d'alerte. Il ne passera pas. Ouais. Il ne passera pas au second tour. Mais Macron n'a pas de parti derrière lui. C'est pas un homme de parti. C'est un homme de la banque. Or, les gens de la banque ne sont pas aimés en France. C'est un type qui sort je me rappelle de la banque Rothschild, je crois. Ce n'est pas quelqu'un qui a derrière lui un parti ou des partis ou une organisation partisane. Il n'a pas d'adhérence. C'est un électron libre, si vous voulez. Et quand il aura personnel peut-être attractif, mais sur le plan national, aura très peu de voix. Très bien. Juste une dernière question par rapport donc à la crise de la police en ce moment. Vous pensez que ce ras-le-bol et ce regain de tension, il pourrait être dû à quoi? Très rapidement. Le ras-le-bol de la France? Oui, le ras-le-bol plutôt de la police, ces manifestations et ces tensions. La police, vous savez, la droite accuse la gauche. Je vous entends plus. Non, je n'entends plus, malheureusement. Bon, la droite accuse la gauche d'avoir été beaucoup trop molle, mais il ne faut pas oublier que c'est le président Sarkozy, alors qu'il était président, qui a réduit les effectifs de la police par 15 000. Oui. Il a mis à la porte 15 000 policiers. Il a réduit le nombre de policiers en France et après il se plaint maintenant qu'il n'y en a pas assez. Alors que c'est lui le principal responsable du chaos qu'il y a maintenant. Ouais. Très bien, Dr Saïd Zulfaqar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Tiens, on va maintenant parler des élections puisqu'on l'a entamé avec Saïd Zulfaqar. Le climat en France en ce moment par rapport à ces primaires, donc on parlait d'un manque d'intérêt. Vous êtes d'accord sur ce qu'a dit M. Zulfaqar? Je pense qu'il y a une tension quand la touche partout dans la société. Je pense qu'il y a un manque de motivation parce qu'ils voient qu'à gauche et à droite, il y a de corruption. Il y a des gens qui ont été corrompus pour X raisons. On ne va pas parler dans les détails de ça, mais ils voient que et la gauche et la droite, ils ont des problèmes. Si Sarkozy a des problèmes, M. Hollande a des problèmes, d'autres genres de problèmes. Donc, ils sentent un tout petit peu, je vais trouver le mot exact, ils ont un peu un ras-le-bol. Un ras-le-bol de ces responsables politiques qui parlent pour dire des choses qui ne sont pas très objectifs, et quand c'est objectif, comme si ça ne les concernait pas, comme s'ils sont en dehors ou au-dessus de tout ça. Je pense qu'il y a quand même, vous avez évoqué M. Macron, M. Emmanuel Macron, qui est une très grosse tête. Il y a aussi M. Bayrou, qui est un peu centriste, mais peut-être il n'a pas assez de pouvoir ferme. Juppé, qui a été à un moment donné un tout petit peu en dehors, et maintenant... Mais je veux dire, les gens qui en ont assez de ce clivage droite-gauche, comment est-ce qu'ils envisagent un futur politique de la France, peut-être? Ça sera ma dernière question. Alors, c'est une indifférence. Ouais. Ils en ont assez de ces gens-là qui jouent un rôle pour après juste leur intérêt. Ils ont une saturation de la politique politicienne. Ils ont envie de trouver peut-être d'autres figures. Je pense que, par exemple, on donnait une image très négative du Front National, sans être un peu l'avocat du diable, mais l'image, Marine Le Pen a changé l'image de son père. Oui. Et je pense que le travail des autres responsables politiques, c'est de faire, je ne veux pas dire comme elle, mais de faire un peu changer l'image pour que le peuple français puisse s'investir plus, être plus motivé, se donner plus de la politique. On suivra ça de très près. Merci à vous, Dr Alper Tagnos. Vous êtes présidente de l'Amicale Égypte-France. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, je vous retrouve dans quelques instants après cette pause, notre deuxième volet. À tout de suite.
ravie de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct. La situation économique en Égypte, où on est exactement. De la situation en Irak où la violence atteint des sommets. Nous allons également parler de la Syrie avec la participation ou la non-participation de l'opposition à la conférence Genève 2. C'est dans la joie et la bonne humeur que les Égyptiens sont descendus par milliers pour célébrer les 40 ans de victoire de la guerre d'octobre. La rédaction de la nouvelle constitution va s'inspirer des anciennes constitutions, mais avec les revendications de janvier 2011 et de 30 juin 2013. Direct aux horaires suivants sur Nile TV International. Donc pour ce deuxième et dernier volet de notre émission directe, nous parlons du Moyen-Orient, de la crise du Moyen-Orient, bien entendu. Syrie, Yémen, ce seront nos deux objectifs. Des affrontements ont repris, une trêve humanitaire qui n'est pas respectée, deux grandes puissances qui se renvoient la balle et les responsabilités. On va voir ça ensemble avec plus de détails. Et notre invité, docteur Tawfi Aklimondos, analyste politique. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Tout d'abord, cette trêve humanitaire qui n'arrive pas à avoir lieu, elle est due à quoi? En parlant du Yémen? Oui. Alors, je ne connais pas les détails de la négociation, mais il est très clair que que ça dit, si vous voulez, l'Arabie saoudite et le gouvernement reconnu par l'ONU, enfin par la communauté internationale, ne militairement sur le terrain ou ne sont pas satisfaits de leur progrès militaire sur le terrain. Et ils essayent d'obtenir davantage d'une part, alors que les autres pensent qu'ils vont gagner. Et je ne sais pas exactement, alors dans la négociation, puisque je ne suis pas le pourquoi du comment, mais clairement, ils ne parviennent pas à arriver à un terrain d'entente, quoi. Et cela, finalement, c'est la faute des deux grandes puissances. Je parle de les États-Unis et la Russie, où il y a donc la non-volonté des pays voisins, et notamment l'Arabie saoudite. Je crois que l'Arabie saoudite veut gagner cette guerre, et donc elle est peu encline à faire des concessions à un mouvement qu'elle considère, d'ailleurs elle n'est pas la seule, complètement illégitime. Et de toute façon, sans vouloir, comment vous dire, donner des bons points ou des mauvais points, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu de nombreux médiateurs, de nombreuses personnes qui ont offert des portes-sorties aux deux parties en présence, pas seulement les États-Unis, pas seulement la Russie, mais aussi, je dirais, les Égyptiens, les Omanais, enfin tout le monde s'en est mêlé, et personne n'est parvenu à proposer un accord qui plaise aux deux. Donc, je ne sais pas au juste qu'est-ce qui se passe, quoi. Comment une organisation comme les Houthis, qui sont finalement une rébellion armée, peu importe leur confession, mais c'est une petite rébellion armée, a réussi à renverser le pouvoir, prend le pouvoir et ne lâche plus le pouvoir. Ils sont un peu le phénomène des groupuscules, enfin, que ce soit terroristes ou réactionnaires armés comme les Houthis. C'est assez étrange de voir ces petits groupuscules qui arrivent à s'en sortir, entre guillemets, contre les forces armées en place. Alors, je ne suis pas exactement un spécialiste du Yémen, mais je ne les mettrai pas à un petit groupuscule. C'est pour moi un mouvement relativement important. Alors, il est minoritaire dans le pays. Oui. Mais c'est un mouvement relativement important qui s'appuie à une base sociale réelle qui dure. Mais la branche armée la branche armée. Mais ils sont les alliés du président, enfin de l'ancien président Saleh. Oui. Donc qui leur fournit beaucoup de choses. Et pour vous répondre, il y a un savoir-faire iranien. Alors je ne veux pas tout coller aux Iraniens, mais le président le président Saleh est un redoutable politique qui lui aussi a une base sociale, notamment dans l'armée yéménite, et pas seulement dans l'armée yéménite. Vous avez les Houthis ont une autre base sociale
il y a un savoir-faire du président Saleh et une connaissance du pays, il y a un savoir-faire iranien de comment organiser, je n'aime pas dire le mot milice, mais mettons une milice, et des services sociaux, etc. Non, ce n'est pas une petite affaire. Après qu'ils soient minoritaires, c'est évident. Et le fait qu'ils arrivent à prendre le pouvoir aussi facilement, c'est leur popularité, je dirais, au milieu. C'est-à-dire que, enfin, j'ai pas envie d'accuser, mais est-ce que les Yéménites se sont, disons, un peu, entre guillemets, complices de leur venue au pouvoir, ou ils y peuvent rien, ils sont enfermés finalement dans ce pays? Ni l'un ni l'autre. Ils ne sont pas complices. Et je ne peux pas dire qu'ils sont des victimes. Le Yémen est un pays pluriel, où il y a différentes bases sociales. Et où, à un moment donné, les Houthis ont pensé, je dirais d'une manière assez imprudente, mais que le pouvoir était à prendre, que le président était faible, le président, je parle de M. Hadi, non, pas ça, M. Hadi, et que leurs adversaires étaient trop divisés. Il faut voir quand même, il y a un problème tribal, il y a des problèmes au sud, le sud est pluriel. C'est-à-dire les camps qui s'affrontent sont extrêmement nombreux. Beaucoup peuvent shifter, peuvent changer d'alliance assez facilement. C'est une affaire assez difficile à suivre. Mais dans l'ensemble, ils ont prouvé qu'ils étaient la minorité la plus puissante. Et en plus, ils étaient l'allié du président Saleh. Mais c'est une minorité. L'impact de ce conflit en ce moment sur les pays limitrophes. Alors on a de l'autre côté le Djibouti, on a à côté l'Arabie Saoudite. Donc quel pourrait être l'impact de cette crise? Alors Djibouti, je ne sais pas. L'Arabie Saoudite, il est extrêmement clair qu'il y a eu des problèmes récemment, c'est-à-dire qu'il y a eu des missiles qui ont été tirés sur Taïf ou ailleurs, qui font de temps en temps des incursions en territoire saoudite. Clairement, il y a ça a des séquelles sur l'Arabie Saoudite. Et plus le conflit dure, plus effectivement, même si l'Arabie Saoudite est un pays très riche, plus ça coûte de l'argent, plus il peut y avoir des questions sur ce qui se passe. Et d'autre part, quels les autres pays? Le Oman aimerait que ce problème soit réglé. Les Émirats aimeraient que le problème soit réglé. Ce qui intéresse les Émirats, c'est le sud du Yémen. Ce n'est pas tout à fait le reste du pays. C'est le sud du Yémen. Et je crois qu'il y a quelques différents points de vue entre tous ceux que j'appelle, enfin tous les membres du Conseil de coopération du Golfe. Entre eux, ils ne sont pas d'accord tout à fait sur la marche à suivre. Pourquoi? Parce que les différentes confessions ne sont pas d'accord ensemble? Parce que au Yémen, il y a des problèmes tribaux, il y a des problèmes confessionnels, il y a des problèmes intraconfessionnels, il y a des problèmes nord-sud, il y a le problème entre, disons, ceux de la montagne et ceux des plaines. On ne s'en sort pas, d'ailleurs, ils se recoupent. Mais c'est-à-dire, il y a par exemple entre l'Arabie Saoudite et les Émirats une différence d'appréciation sur le rôle des frères musulmans yéménites. Est-ce qu'on peut dire ce qui se passe en ce moment dans le Yémen et, entre guillemets, la construction de la démocratie du pays, dans le sens où c'est un pays récent, les frontières se sont dessinées de manière récente, très récemment au XXe siècle. Donc est-ce que c'est, disons, un cheminement qui doit avoir lieu malheureusement, mais voilà, un cheminement, je dirais, presque naturel, quoi? Non, alors pour moi, le Yémen est un des pays les plus anciens de la région, donc je ne le mettrai pas... Mais la frontière du Yémen a été mise en place très récemment. Je vois ce que vous voulez dire, mais je crois qu'il y a toujours eu une entité qui s'appelle Yémen. Après, les gens ne sont pas tout à fait d'accord pour qui doit gouverner, comment il doit être gouverné, s'il faut un État central. Si vous voulez, ce n'est pas le Yémen qui est une entité nouvelle, c'est l'État yéménite. L'État yéménite qui est une entité nouvelle. Et je ne suis pas absolument certain que... comment vous dire, il faut un nouveau contrat social, mais c'est dire une platitude que de le dire. Donc il faut un nouveau contrat social. Je pense que la guerre était évitable, mais elle n'a pas été évitée. Et il faut trouver à tout prix une solution, parce que c'est un pays dévasté. C'est un pays qui, même avant le conflit, était un des pays les moins viables du Moyen-Orient. Ils ont des problèmes d'eau, ils ont une progression démographique redoutable. C'est un pays qui est confronté à des défis économiques majeurs et dont l'effondrement... il ne va pas bien, mais dont l'effondrement peut créer des conséquences catastrophiques. Bon, à Djibouti, je n'y pensais pas, mais dans toute la péninsule arabique. Et plus il y a de la destruction, plus le problème s'aggrave. Est-ce que ce conflit pourrait s'aggraver encore plus dans la région et notamment arriver en Égypte? On en parle beaucoup, on n'en voit pas clairement l'impact. Qu'est-ce que vous en pensez?
que le conflit puisse avoir cet élément du bombardement, qui est guerre ou pas. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un pays qui a aujourd'hui qui a trop d'habitants. Je ne fais pas de l'eugénisme, mais trop d'habitants par rapport à ses ressources. Et trop d'habitants par rapport à son nom. Et donc, il aurait un État efficace, ce qu'il n'a pas et qu'il n'a jamais eu. Il aurait un système politique pacifié et fonctionnant, ce qui est peut-être concevable et qui a peut-être existé sous le président Saleh, encore que. Et déjà, il n'est pas certain qu'il ait ce que les Occidentaux appellent une bonne gouvernance. Maintenant, en plus, il y a un conflit, il y a une destruction, il y a un nombre de morts qui est quand même relativement assez hallucinant par jour. C'est un conflit qui s'aggrave. Et très franchement, les conséquences géopolitiques peuvent faire peur. Conséquences géopolitiques sur qui exactement? Sur la péninsule, sur l'Arabie Saoudite, sur le Oman, sur les Émirats et probablement sur la mer Rouge, quoi. Qui vend les armes? Vous avez parlé de l'Iran. Est-ce que on peut accuser Téhéran de vendre les armes au Yémen ou pas? Écoutez, je l'ai lu quelque part. Après, je ne suis pas au Yémen, je ne suis pas iranien, je ne suis pas saoudien. Je l'ai lu quelque part. Il est évident que cette affaire arrange parfaitement les Iraniens, puisqu'elle affaiblit beaucoup l'Arabie Saoudite. Et après cela, est-ce que... Mais certainement, on sait par exemple que... j'ai cru comprendre, d'après des experts qui suivent le dossier de près, que les missiles tirés contre l'Arabie Saoudite avaient été tirés par des Iraniens. Donc il y a une présence iranienne. Après cela, les détails de est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils vendent, est-ce qu'ils offrent, je ne sais pas. Il y a des Iraniens au Yémen. Ils en profitent pour chercher, comment vous dire, ils profitent pour chercher l'Arabie Saoudite. Ils cherchent aussi les États-Unis. C'est-à-dire, comme les États-Unis ont beaucoup embêté l'Iran sur la question de ces missiles, c'est une manière aussi de dire, disons, de changer la nature de négociation. Pour ce qui est des décisions de la péninsule arabique, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a même des désaccords au sein de ces pays. Et ça me permet justement de revenir sur ma question que, encore une fois, est-ce que la stabilité du Yémen ou l'instabilité, je dirais, du Yémen est due à un problème confessionnel entre chiites et sunnites? Écoutez, c'est une question, je suis enclin à vous répondre à la fois oui et non. C'est-à-dire, il y a oui, c'est-à-dire, on peut dire effectivement que oui, puisque le président Saleh et les Houthis sont zaïdites ou chiites, mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué en fait. Ça joue, c'est un facteur ne facilitant pas l'existence, mais vu la structure du Yémen, ils seraient tous sunnites ou ils seraient tous chiites, il y aurait quand même un problème, je pense. Qui a intérêt pour que les Houthis restent et puis que l'instabilité survive? Les chiites ou la composante non sunnite de la population yéménite, qui fait beaucoup de monde quand même si c'est une minorité. Vous avez l'Iran et vous avez tous ceux qui ne veulent pas du bien à l'Arabie Saoudite, je dirais. D'accord. L'Iran, parce que dans le sens où mettre en place des chiites au pouvoir, ou parce qu'elle tire profit des richesses de ce pays? Non, ou elle tirerait, oui. Le Yémen, pour le moment, l'exploitation de ses richesses n'est pas à l'agenda, je crois. Je vous dis, c'est un pays qui est confronté à un problème, à des défis économiques qui font qu'il n'est pas un cadeau. Donc, mais finalement, qui s'est avéré avoir des richesses. Je crois que le problème, l'avantage central pour les Iraniens, c'est qu'ils empêchent l'Arabie Saoudite de se concentrer complètement sur ce qui se passe au nord. Si on passe à la Syrie maintenant, encore une fois, on peut aussi parler de crise humanitaire en Syrie, puisque parce que les convois humanitaires ont été bloqués par des militaires turcs. La Turquie est de plus en plus impliquée dans cette crise syrienne. Comment vous l'avez constaté? Mais vous l'avez constaté, je ne suis pas allé là-bas. J'ai vu... Enfin, je veux dire, en analysant ce que je veux dire. En analysant, c'est simple. D'une part, il le dit, donc, sauf si on défend ses propos, mais M. Erdogan a toujours estimé que la Turquie avait été amputée d'une partie de son empire et que ce qu'il pouvait reprendre, il le reprendrait. Bon, si on pense que je l'accuse de choses qui ne sont pas dans son logiciel et qu'il parle et que ce n'est pas sérieux, ce qui est extrêmement sérieux pour lui, c'est d'empêcher la formation d'un État ou d'un micro-État ou d'un État viable kurde à son sud.
Donc ça, à tout prix, pour lui, c'est extrêmement important qu'au moins, disons, les Kurdes ne dépassent pas certaines limites. Il y a beaucoup de choses. Il a trop investi, je dirais, dans la chute du président Assad pour se résigner complètement à le voir gagner cette guerre. Parce que la chute du président Assad signifierait, ça sera un coup de pouce pour les Kurdes de demander une indépendance étatique, c'est ça? Entre autres. Comment? C'est-à-dire que, de toute façon, la question de la viabilité de l'État syrien est engagée, c'est-à-dire elle est posée. Il est très clair que... sauf miracle, aucune des parties n'a la possibilité ou les moyens de contrôler l'étendue de l'État syrien. Et donc, effectivement, les seuls qui peuvent tirer en un sens, et pour Assad, c'est horrible à dire, et pour les Kurdes, la présence de Daesh a été une bénédiction, puisque ça a donné des appuis internationaux. Alors, iraniens et russes dans un cas... dans le cas des Kurdes, c'est un peu plus compliqué. Et effectivement, la Turquie qui a vraiment énormément joué avec le feu. Alors je comprends tout à fait, je ne veux pas dire... Je ne sais pas comment vous m'écrivez. Le cas du président Assad n'est pas défendable. On peut défendre le cas de l'État syrien, mais le cas du président Assad n'est pas défendable. Dans le sens où il y a des civils qui meurent chaque jour où il est dans le pouvoir. Disons que c'est un régime, je ne sais pas si on peut le dire, c'est un régime dont je serais content qu'il parte. À titre personnel, je n'engage que moi. Je serais très content qu'il disparaisse. Mais, en tout cas, c'est quelqu'un qui aura des comptes à rendre s'il part. Il y a quand même, des milliers de civils, des dizaines de milliers de civils qui sont morts. Erdogan ait voulu et pensait que ce monsieur était un monstre, que son régime était monstrueux et qu'il fallait le remplacer par autre chose. Dans le cas d'Erdogan, je pense que c'était les frères musulmans ou des gouvernements islamistes. D'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, mais ce n'est pas un truc absolument absurde. Ce que je veux dire, c'est que dans le cas d'Erdogan, il a brûlé ses cartouches beaucoup trop vite en 2011, et que là, il est un peu dans une fuite en avant, et dont je ne suis pas absolument certain qu'il ait un grand plan d'ensemble. Sa ligne, c'est empêcher les Kurdes d'exister. Alors, je vais un peu jouer l'avocat du diable. L'entêtement de Bachar el-Assad de rester dans le pouvoir, est-ce que c'est dans son intérêt ou celui du pays? C'est dans l'intérêt de sa base sociale. C'est-à-dire, vous parlez de la communauté alaouite? Pas forcément. Il y a quand même... c'est-à-dire, il ne faut pas... c'est-à-dire, évidemment, la communauté alaouite est la principale menacée. Mais il a une base sociale plutôt citadine que rurale, qui n'est pas forcément seulement alaouite. Il y a un peu de sunnites, il y a un tas de monde. Il y a des druzes, il y a des choses... Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler de lui aussi. Sa base sociale est minoritaire. Mais elle, là aussi, on ne peut pas dire qu'elle représente une bande de 50 000 criminels et puis on en finit et on n'en parle plus. Le problème, c'est que c'est allé beaucoup trop loin. Et que s'il n'y a pas une transition pacifique du pouvoir, et pacifique égale pacifique, ce qui n'est pas à l'heure du jour, la chute de Bachar el-Assad, ce sera un nouveau round de massacre. C'est-à-dire, dans l'ensemble, il a pris en otage toute sa base sociale. Qui sera forcément attaqué s'il chute? Ça dépend de qui le fait chuter, mais il y a de fortes chances que s'il chute militairement, il y a un désastre. D'accord. Si on parlait de la responsabilité des grandes puissances, États-Unis et Russie, alors chacun se renvoie la balle sur l'échec du dialogue politique. Disons que chacun avait sa manière de voir le jour. Alors évidemment, d'un côté, on souhaite la présence de Bachar el-Assad du côté russe. Côté États-Unis, on souhaite son départ. Je dirais que, encore une fois, est-ce que la Syrie dépend un peu de bonne et mauvaise humeur de ces grandes puissances ou comment ça se passe? Non, c'est-à-dire certainement, le problème est que la position incohérente, c'est celle des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que la position russe soit éthique. En quoi elle est incohérente? Elle est incohérente parce qu'une part, ils veulent la chute du président Assad, mais ils ne savent pas par quoi le remplacer, et ils n'ont pas de force sur le terrain ou très peu, et ils ont tendance plutôt à s'occuper, ce qui est, je comprends tout à fait, de Daesh, alors que Daesh contrôle certes une partie importante du territoire syrien, mais c'est une partie qui est peu peuplée. Et dans ce qu'on appellerait la Syrie utile, ils n'ont pas de vrai plan.
et ils passent leur temps à adopter une position extrémiste sans donner, et pour d'excellentes raisons aussi, mais sans donner aux ennemis du président Assad les moyens de gagner. Alors, je comprends très bien qu'on ait personne d'entre nous n'ait forcément envie de voir un pouvoir dur, islamiste radical, ou même, dans mon cas, frère à Damas. Sauf qu'il faut savoir ce qu'on veut. Vous ne voulez pas du président Assad, vous voyez qu'est-ce qui est possible. Vous ne voulez pas des islamistes, vous voyez qu'est-ce qui est possible. Et il y a un désastre humanitaire majeur en Syrie. Alors les militaires américains et le président américain ont dit que c'était pas notre problème, deux, que de toute façon il n'y avait pas les moyens d'intervenir, que ce serait trop coûteux et que ça risquait de déstabiliser encore davantage le pays. Enfin, vous connaissez l'argumentaire, il déroule. Alors tout cela, je peux le comprendre, sauf que dans ces conditions, vous ne mettez pas des conditions extrêmement élevées. Et encore une fois, je comprends très bien le drame. C'est-à-dire, personnellement, je ne défendrai pas le président Assad. Je pense qu'il n'est pas défendable. Il doit répondre de ses crimes. Je parle à titre personnel. Mais une fois que il y a des choses quand même absolument indéfendables, comme cette histoire, alors en plus il en est fier, comme cette histoire c'est le président Obama, cette histoire d'avertissement qui est violée, et puis qui n'est pas tenue, et puis on dit non, on a quand même obtenu quelque chose. Les Russes sont dans un truc de réel politique extrêmement brutal, mais qui est plus cohérent. Effectivement, ils ont une base à Tartous. Effectivement, la position de la Syrie utile est extrêmement importante pour eux. Le président Assad est un allié fiable. Et effectivement, ils n'ont pas besoin d'un pouvoir islamiste à Damas. Donc, ils défendent leurs intérêts. Ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, mais... c'est-à-dire est-ce que pour la stratégie claire. Est-ce que pour la Russie, le régime de Bachar al-Assad est synonyme de lutte anti-Daesh, puisque finalement, entre Syrie et Russie, la distance n'est pas non plus Syrie-États-Unis qui est l'autre bout de l'Atlantique. Donc est-ce que la vision russe est de voir en le régime donc, de Bachar el-Assad un moyen, un rempart contre l'évolution de Daesh? Oui et non. Oui, c'est une des choses. Daesh est un vrai problème pour la Russie, pour les impacts en Asie centrale. Assad est certainement préférable pour eux, la preuve c'est qu'il l'appuie à toute autre formule. Après, est-ce que c'est seulement pour Daesh ou principalement à cause de Daesh? Je ne sais pas. C'est tout simplement, ils ne veulent pas que le régime Assad tombe, pour des histoires géostratégiques, pour des histoires effectivement de l'impact que ça pourrait avoir dans le Caucase, etc., etc. De toutes les façons, si les grandes puissances voulaient le faire tomber, ils l'auraient fait plus tôt. Bachar el-Assad, ou sa femme d'ailleurs, accueillent des médias internationaux assez fréquemment, parlent de leur volonté de protéger le pays, parlent de leur plan futur. Enfin, en tout cas, je veux dire, ils sont crédibles, entre guillemets, puisque... Le fait d'accueillir des médias internationaux, de pouvoir parler, de leur laisser la parole, de leur permettre de parler, je pense, si on n'avait pas de crédibilité, si cette personne-là était attaquée de par le monde, je pense que les médias n'auraient pas daigné aller les interviewer. Moi, je pense aux Syriens, ce que les médias racontent, j'ai appris à m'en méfier. Ce qui ne veut pas dire qu'ils racontent des bêtises tout le temps ou pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. C'est qu'il y a, par exemple, la moitié des bâtiments en Syrie est détruite. La moitié des bâtiments, pour reconstruire, il faut du ciment. Le ciment, pour en faire sur place, il faut de l'eau, ils n'ont pas d'eau. Pour le faire venir de l'extérieur, il faut des routes, il n'y a pas de route, il n'y a plus de route. Et que même en mettant 200 milliards de dollars immédiatement, si les hostilités s'arrêtent aujourd'hui, même en mettant 200 milliards de dollars immédiatement, le pays ne retrouvera pas son niveau de 2010 avant, mettons, 2030 ou 2025. Non, la situation est absolument désastreuse. Donc l'histoire que chacun a des projets pour le pays, moi aussi j'ai des projets, enfin ça va. Ouais, ce n'est pas vraiment crédible. En tout cas, c'est une évolution que l'on suit de près. Merci à vous, Dr Tawfiq Aklimoundos, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de nos collègues anglophones et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.